Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles vous présente Grand Air. Respirez à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Aujourd'hui, émission multisport avec l'ouverture de la saison estivale de la plus haute station de l'Isère. On ira également faire un tour dans les refuges de nos massifs et suivre les traces parfois escarpées des soldats de montagne. Et pour parler de tous ces sujets, je reçois sur ce plateau Gilles Vanneul, directeur de l'Office du tourisme des Deux-Alpes. Bonjour Gilles, bienvenue. Bonjour. À côté de vous, un autre professionnel de l'oiseau, Freddy Ménian. Bonjour. Bonjour. Président de l'association des gardiens de refuge de l'Isère. Vous gardez également le refuge du Promontoire, qui se trouve à quelques kilomètres à vol d'oiseau des Deux-Alpes. À peine, ouais, il suffit juste de passer quelques sommets quand même. Et puis, en face de vous, le colonel Didier. Bonjour. Bonjour. Commandant en seconde de la 27e brigade d'infanterie de montagne, on dit chef d'état-major. Bon, je me lance dans la question bateau qu'on a déjà dû vous poser à de nombreuses reprises. Soldat de montagne, c'est avant tout un soldat ou un montagnard? Les deux, mon général. Très simplement, le soldat de montagne, consubstantiellement, je serais tenté de dire, est à la fois un soldat et à la fois un montagnard. Alors, ces troupes de montagne ont été créées en 1888. Vous fêtez cette année les 130 ans de la création. C'est une époque où on avait à peine inventé le ski, 1888. Oui, parce que le ski, alors, il y a des batailles d'historiens sur on dit que c'est à Champs-Rousse à la fin du 19e. Disons qu'en Isère, c'est Champs-Rousse qui tient largement la corde. Donc effectivement, sur les pentes de Champs-Rousse, pour création du ski il y a 140 ans. Et face à la menace italienne en 1888, même s'il y avait déjà des unités qui existaient, qui s'étaient un petit peu alpinisées, eh bien, il y a un décret de création d'unités des troupes de montagne officiellement à cette époque, donc prise à partir des unités de chasseurs, d'où chasseurs alpins, donc qui étaient à cette époque-là les unités d'élite d'infanterie de ligne, légères, mobiles, qui convenaient bien au combat en montagne, donc qui se sont spécialisés en montagne à partir également des ouvrages qui étaient en place, les pierres fortes des différentes garnisons qui sont aujourd'hui des forts connus et reconnus que nous a laissé l'histoire. On voit là des images, alors pas de la création, mais il y a une bonne soixantaine d'années. La tenue du chasseur alpin, même quand on va gravir comme ça des montagnes, des parois, on a toujours l'armement dans le dos. Écoutez, le militaire, par fonction, est appelé à utiliser les armes de la France. Donc il est évident que le soldat de montagne porte ses armes, y compris s'il faut le faire en très haute altitude. Il y a eu des combats, effectivement, sur des glaciers. Aujourd'hui même, l'actualité du combat en montagne est très importante. On peut penser à des conflits qui ont lieu entre l'Inde et le Pakistan. Donc, il y a effectivement des zones également qui sont des zones refuges pour notre ennemi, qu'est l'ennemi terroriste, qui se sert de ces espaces difficiles d'accès pour préparer des mauvais coups. Donc, ce sont effectivement des zones qui restent d'une grande actualité. Oui, parce que si vous vous aguerrissez ici dans les Alpes, les chasseurs alpins sont susceptibles d'aller intervenir un peu partout dans le monde. Alors oui, effectivement, on est aujourd'hui déployé en ce moment même au Mali avec une unité très particulière qui sont nos commandos montagne, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Mais sur le cycle de projection précédent, on était déployé essentiellement en Afrique, entre le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, etc. Donc on remplit les mêmes missions que les unités d'autres brigades d'infanterie avec, je dirais, l'esprit de cordée qui nous est propre et une capacité d'adaptation qui est très importante
donc à la fois dans notre milieu, mais aussi sur des combats plus classiques. Alors les chasseurs alpins ont une image assez particulière dans notre région. Quand on est montagnard, qu'on va l'hiver ou l'été dans nos massifs, c'est rare de ne pas croiser ces colonnes de militaires avec la tenue blanche, les peaux de phoque quand c'est l'hiver. C'est vrai qu'il y a énormément d'entraînement sur le terrain. Oui, alors l'hiver, il y a beaucoup d'entraînement. Il y en a aussi beaucoup en été. Il faut qu'on soit capable de s'engager dans les différentes saisons. L'année prochaine, on va engager des unités en Norvège. Il y a une unité qui revient, qui a passé 4 mois en opération en Lituanie avec nos équipements spécifiques, nos véhicules haute mobilité. Donc on s'entraîne beaucoup et on est également beaucoup engagé. Soit à l'étranger, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, soit sur le territoire national dans le cadre de l'opération Sentinelle. Alors 130 ans que ces soldats de montagne existent en France. Pour marquer le coup, vous avez sorti il y a quelques mois ce livre, Soldats de montagne, aux éditions Glénat. C'est quoi l'objectif de cet ouvrage ? Eh bien, l'objectif, comme vous le dites vous-même, c'est de marquer, de faire un petit peu date, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été créés. Celui-ci a le mérite d'être assez large public. Guillaume Desmures a produit un livre qui est sur le ton assez journalistique, assez simple d'approche, et il y a surtout de très très belles photos qui illustrent ses propos autour de l'esprit de cordée au service de la France. L'esprit de cordée au service de la France, je crois que c'est la devise d'ailleurs des troupes de montagne. Alors, ce n'est pas la devise, mais en tout cas, ça caractérise bien notre esprit, oui. On les voit là, certaines de ces photos publiées dans ce livre qui célèbre les 130 ans. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus encore sur l'histoire des soldats de montagne, il y a le livre, mais il y a aussi un musée à Grenoble, au sommet de la Bastille. Oui, alors à la Bastille, effectivement, soit pour les plus sportifs en trottinant, soit pour ceux qui préfèrent utiliser les bulles, eh bien, il est possible d'aller visiter ce musée qui est très intéressant parce qu'il est très moderne. Tant dans la manière de le visiter, puisqu'il y a des systèmes d'écouteurs qui sont très performants, que dans ce qui est présenté, avec également des expositions temporaires. Il va y avoir bientôt une exposition sur l'Algérie. Et sinon, le musée, je pense, convient bien aux familles, parce qu'il est très, très varié. Très varié. Alors, les troupes de montagne aujourd'hui, elles ne sont pas qu'au musée, heureusement, elles sont toute l'année sur le terrain, et notamment dans les massifs alpins. Il y a quelques semaines, vous organisiez un exercice grandeur nature près du col du Galibier, dans le massif des Cerces. On voit quelques images. C'est quoi l'objectif de ce type d'exercice ? Alors, ce type d'exercice, je pense qu'on est la seule armée d'Europe à pouvoir le réaliser en l'état, puisque pendant une semaine, sachant qu'il y a une grosse semaine de préparation de ce type d'exercice, eh bien, on va utiliser l'ensemble de nos armements, des armes légères d'infanterie, comme vous pouvez le voir à l'écran, en passant par des obus de 155 mm tirés par des canons dont vous voyez le tir à l'image, sauf que ce sont des vraies munitions. C'est balles réelles, comme on dit. Ce sont un tir à munitions réelles. Donc c'est exceptionnel parce qu'on s'appuie sur le grand champ de tir des Alpes dont le centre de gravité, on va dire, est à Valloires, mais qui dépasse largement, puisque c'est le massif des Cerces qui porte le nom dont l'exercice porte le nom, qui nous permet de driller ce qui est quelque chose de difficile à faire, c'est-à-dire la coordination interarmes, parce que vous allez avoir des fantassins qui se déplacent à ski, qui vont être appuyés par des artilleurs qui vont utiliser des armes de tir indirect, donc des canons, des cavaliers qui ont des chars qu'on va monter à cette altitude également. Et donc la combinaison de ces feux avec la manœuvre nécessite un entraînement, et de le faire avec des munitions réelles, c'est exceptionnel. Alors le Grand Galibier, là, ces images qu'on a vues, c'est un terrain bien connu des amateurs de ski de randonnée. À cette époque-là également, comment vous faites pour cohabiter avec eux ? Comment ça se passe ? Écoutez, ça se passe bien. Ce type d'exercice se fait 1 à 2 fois par an. Donc là, on l'a fait en novembre 2017. On l'a refait en avril 2018 pour des raisons d'agenda et de programmation de nos activités.
Évidemment, ce type d'exercice se fait avec des conditions de sécurité draconiennes, puisque la sécurité de nos personnels, tout comme celle des pratiquants de la montagne, est une de nos priorités. Donc très concrètement, eh bien, on va mettre un dispositif de militaires qui va mailler les accès aux différentes vallées, avec des moyens de transmission pour interdire l'accès à certains itinéraires. Et puis, avant le début de chaque tir, on va faire un survol en hélicoptère de l'ensemble de la zone pour s'assurer qu'il n'y a pas de personnel civil qui se serait aventuré dans une zone dangereuse. Donc cette année, compte tenu du fait qu'on était en début de saison de randonnée, mais en fin de saison touristique, eh bien, on a fait un effort supplémentaire d'information vers les mairies, puisque les mairies sont chargées ensuite de diffuser cette information vers ses administrés et les utilisateurs de la montagne, de sorte à bien définir les zones qui étaient autorisées, qui étaient possibles, notamment les accès aux refuges qui permettent ensuite de rayonner et de faire des sommets. Je pense notamment à la vallée de Nevache, mais il y en a d'autres. Qui permettent justement d'avoir un équilibre entre notre nécessité de nous entraîner dans des conditions proches de la réalité et puis le respect des autres utilisateurs de la montagne. Donc on a des échanges très cordiaux, très directs et ça fonctionne très bien. Donc Freddy, vos clients au refuge du Promontoire, en cette période, là, vous les préveniez qu'il ne fallait pas aller trop vers le secteur du Galibier? Nous, on aime bien accueillir les militaires, mais si possible, pas quand ils tirent à balles réelles. Bon, ne soyez pas inquiets, on le fait là où on a le droit de le faire. On dort en refuge quand on est chasseur alpin, ça arrive vous accueilliez des... Ouais. Même je trouve de plus en plus d'ailleurs, dans les différents refuges, pas spécialement au Promontoire. Oui. On accueille souvent. Disons qu'on a effectivement, pour avoir la possibilité d'emmener une troupe de 150, 200 personnels en montagne, la nécessité de former des cadres qui vont encadrer justement ces soldats. Et donc, il y a tout un volet de formation, qu'il soit estival ou hivernal, qui passe par l'acquisition de niveaux techniques finalement assez élevés. Et on s'appuie sur le maillage des différents refuges pour optimiser notre entraînement en montagne de très bon niveau. On va parler d'un niveau technique assez élevé. Vous avez même, parmi les militaires, l'élite du ski français, puisqu'il y a une équipe de France militaire avec... dans ses rangs, certains des meilleurs skieurs français. Il y avait d'ailleurs, il y a quelques jours, dans le Nord-Isère, un stage commando pour les aguerrir. Les spécialistes reconnaîtront, par exemple, Simon Fourcade, le biathlète, ou Tessa Worley, championne du monde de géant, ou Adrien Théo, descendeur de l'équipe de France. Cette particularité aussi des militaires de montagne, d'accueillir dans leur rang des non-professionnels, puisque ça reste des civils à la base, ces sportifs. Alors, ces civils à la base sont sous statut militaire, pour tous ceux qui sont dans l'équipe de France militaire de ski, comme son nom l'indique. Donc, ils ont quand même un minimum de savoir-être et de savoir-faire. On peut le voir à l'écran. Ils sont à l'aise. Ils sont assez à l'aise. Et ce qui est à retenir, je pense, c'est qu'ils ont été encadrés par le groupement commando montagne de la 27, qui est l'unité d'élite de la brigade, qui est engagée en ce moment même d'ailleurs au Mali, notamment dans tout ce qui est aérocombat. Ces commandos montagne, tout comme ces athlètes finalement, ont un point commun, je pense que, on le voit à l'écran, c'est l'esprit groupe et l'esprit guerrier. Et je pense que l'individu peut réussir des choses, mais poussé et tiré par le groupe, il peut faire encore de plus belles choses. Et je pense que c'est ce que cherche à cultiver l'équipe de France militaire de ski. Et pour avoir discuté avec eux en tout début de stage, c'est un moment qui est très attendu. C'est un moment qui est très attendu par l'équipe de France militaire de ski parce qu'ils se retrouvent, ils sont dans un contexte un petit peu différent, leur esprit de compétiteur est mis dans un autre registre que celui dans lequel ils ont l'habitude d'évoluer et ils apprécient beaucoup. Et d'ailleurs, ils ne ménagent pas leur peine. On a pu le voir à l'image. C'était une jeune biathlète là, qui était aussi à l'aise sans son fusil. D'ailleurs, cette équipe... Oui, pardon, je coupe, mais parmi eux, il y avait également deux athlètes handicapés. Qui ont suivi ce stage, donc Marie Baucher et Benjamin Davier. Et c'est aussi une des forces de l'institution, c'est d'accueillir ces athlètes qui sont multimédaillés et qui portent haut nos couleurs. Ouais, Marie Baucher, je crois qu'elle en est à 8 médailles d'or au JO. Il y a Martin Fourcade aussi,
qui fait partie de cette équipe, qui préface d'ailleurs le livre sur les 130 ans. Et après le stage commando, une partie de ces athlètes vont se retrouver sur le glacier des Deux Alpes, Gilles. Oui, alors nous, on propose quelque chose de beaucoup plus ludique, Deux Alpes, d'une montagne beaucoup plus accessible. Et je dirais peut-être un pas vers la haute montagne et la montagne plus sauvage après. La saison va démarrer dans quelques jours. Gilles, dans la station de Loisan, elle va démarrer par un événement un peu particulier que vous avez testé l'an dernier, mais qui connaîtra officiellement sa première édition à partir du 23 juin. Oui, les Deux Alpes Outdoor Festival. En fin de compte, l'idée de l'événement, c'est de faire découvrir les activités de montagne et à deux niveaux, je dirais, un niveau professionnel avec des compétitions, etc., puis un niveau découverte. Donc on a rassemblé 5 activités les plus pratiquées. Aux Deux Alpes, évidemment, le ski et le snowboard, puisqu'on en parlait, c'est le plus grand domaine skiable d'Europe l'été. On a donc décidé aussi de faire du VTT. Ça semblait la moindre des choses. Et on a rajouté une petite touche d'électrique cette année. Il paraît que c'est la grande tendance. Évidemment du trail, qu'on qualifie, je dirais, de randonnée sportive. Je crois qu'il faut voir le trail avec des compétiteurs de très haut niveau, comme on a pu des François Daigne, enfin des gens de très haut niveau. Et puis il y a aussi le reste des pratiquants qui sont plutôt des gens qui font de la randonnée en montagne sportive. On a mis du parapente, puisqu'on a un des spots de parapente les plus reconnus dans l'Oisan, et on est en pré-World Cup, c'est-à-dire que l'année prochaine, on aura une Coupe du Monde. Et puis, la dernière épreuve, on a fait du golf, parce qu'en montagne, on fait du golf aussi. On le voit, là, même dans les rues de la station. Et voilà, alors évidemment, il y a des petites touches, rigolotes. On a fait du ski sur goudron, on a fait du golf, du street golf. Enfin, je veux dire, c'est un concept aussi festif, puisque l'idée, c'est de passer un bon moment. Et puis, on a habillé tout ça avec de la slackline, avec du yoga, avec de l'escalade, de manière à ce qu'il y ait plein d'animations pendant ces 4 jours. Oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a un lac aux Deux Alpes, on le voit, là, à l'entrée de la station, ouais, où on peut effectivement prendre un peu de risque sur une slackline sans trop se faire de mal en tombant. C'est un festival à la carte, on n'est pas obligé de faire toutes ces disciplines. Oui, là, c'est un festival à la carte avec, comme je le disais, des inscriptions aux compétitions, mais aussi avec un pass festivalier qui permet, par exemple, de découvrir le glacier. C'est tout bête, mais tout le monde ne monte pas à 3600 mètres d'altitude sur un glacier. Et de découvrir, de toucher du doigt des activités, aussi du yoga, parce qu'en montagne, c'est aussi une grande tendance, ce côté ressourcement. Donc, c'est vraiment basé sur le ludique, la découverte et le ressourcement. Bon, Deux Alpes Outdoor Festival, première édition officielle, donc voilà, on a pour lancer la saison. Tout à fait, oui, on a fait l'édition 0, on voulait voir ce que ça donnait l'an passé, et c'est parti cette année, donc avec des trails de différents niveaux, puisque sur le gros trail, on monte jusqu'au sommet du glacier, 3600 mètres, et on est heureux cette année, puisque l'UTMB nous a accordé 3 points. Au trail. Donc les finishers du trail des Deux Alpes auront 3 points supplémentaires pour aller participer à l'UTMB. Il y a aussi une course de ouf, une sorte de parcours du combattant qui est prévu. Je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec ce que font les militaires quand ils s'entraînent. Oui, enfin moi j'ai fait mon service militaire il y a quelques temps en arrière. Effectivement, on faisait le parcours du combattant et là c'est devenu à la mode, donc on fait des parcours du combattant ludiques. donc c'est une discipline qui se fait en équipe. C'est aussi sur le but de se challenger un petit peu, mais c'est vraiment sur la base de la rigolade. Il y a des piscines à traverser, on termine plein de couleurs. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le côté ludique, ça se fait à plusieurs, et c'est histoire de passer un bon moment. On rigole aussi quand on fait le parcours du combattant à l'armée. Oui. Oui. Bon. On peut. Gilles, on peut, mais il ne faut pas. Gilles n'a pas l'impression de s'être beaucoup marré en le faisant à l'époque. Ouais, tu manquais d'entraînement. Peut-être. Alors, vous le disiez, les Deux Alpes, c'est une des rares stations à avoir un glacier pour pratiquer le ski d'été. Donc, une partie du festival se déroulera là-haut. Il y aura une partie freestyle en snowboard et puis du slalom également pour les adeptes du ski alpin. On va profiter de l'enneigement exceptionnel de cette année, puisqu'on ouvre le domaine skiable. On a ouvert le domaine skiable pour les équipes nationales et les clubs déjà depuis aujourd'hui. On va profiter de l'enneigement exceptionnel pour pouvoir faire un derby qui partira de 3004 et qui ira jusqu'à 2006, puisqu'on a pu préparer les pistes de ski jusqu'à 2600 mètres. C'est un peu exceptionnel grâce à cet enneigement qui d'un côté nous fait plaisir, parce que là, et puis de l'autre, c'est contraignant, puisqu'on était obligé de tracer des routes qui arrivent dans la montagne avec des murs de plus de 3 mètres de neige.
quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Ce glacier, vous le cultivez hein, aux Deux Alpes, c'est une de vos spécificités, on le voit là avec des photos aériennes. L'an dernier, vous avez même installé des canons à neige sur le glacier. Alors ça peut surprendre certains, j'imagine que Freddy à côté est au courant, mais c'est quoi l'objectif de cette installation? Alors l'idée de la protection qu'on a du glacier, du travail que l'on fait dessus, c'est pas seulement pouvoir faire du ski d'été, évidemment c'est une des composantes, mais c'est pouvoir on a imaginé, et c'est en test, hein, régénérer la glace en se servant des lacs naturels de fonte sur le glacier pour réinjecter de la neige qui deviendra de la glace un peu plus tard. Donc c'est un côté, enfin, je dirais écologique, parce que, mine de rien, à part le ski, le glacier nous permet aussi de boire du pastis ou de nous laver. Donc, c'était important. Donc, on travaille de plus en plus pour essayer de conserver ce glacier. On a la chance que le glacier des Deux Alpes soit un dôme glaciaire, donc avec une érosion un peu moindre qu'un glacier suspendu. Et on a réussi l'an passé, bon, évidemment, il y a eu un hiver un peu exceptionnel, mais, enfin, non. On a eu un hiver normal. Pardon. Et on a réussi à garder les couches de neige. On travaille tout l'hiver pour garder de la neige, la damer le plus possible et de fait, au bout d'un moment, refaire de la glace. Bon, vous le disiez, l'hiver a été normal ou exceptionnel, souvent la position sur laquelle on se place. Ça, c'était il y a quelques jours, à 2600 mètres d'altitude, on pourrait pratiquement skier comme en hiver. Hein. Ah ben là, je pense qu'on doit pouvoir réussir à descendre jusqu'à 2100 hein, en ski, en cherchant les passages, bien sûr. Mais oui, c'est vraiment des conditions qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. Moi, je suis aux Deux Alpes depuis quelques temps et je pense pas l'avoir vu plus de 3 fois. Donc voilà, un hiver exceptionnel, ce qui ne veut rien dire par rapport au réchauffement climatique, bien entendu, mais enfin des conditions météo exceptionnelles. Bon, je ne vais pas lancer Freddy sur le réchauffement climatique parce qu'il a beaucoup de choses à dire, mais on est là pour parler plutôt de la saison estivale et tout à l'heure dans les refuges de haute montagne. Il y a de la neige, bon, elle ne fera pas normalement tout l'été, heureusement, puisque l'activité phare des stations, et notamment des Deux Alpes depuis quelques années, l'été, c'est le VTT, hein, notamment le VTT de descente. Oui, en fin de compte, on a donc aménagé, je dirais, une partie de la montagne, je dis bien une partie, sur l'utilisation du VTT. Alors, les Deux Alpes, c'est un profil très descendant. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de skieurs, de compétiteurs, que les trajectoires du VTT de descente et les trajectoires du ski se ressemblaient beaucoup. Donc on a créé des pistes de VTT. On n'est pas ou plus les seuls, bien entendu, à faire ça. C'est là avec des niveaux en montagne, donc c'est avec des niveaux différents, de la piste verte à la piste noire. Et avec encadré comme des cours de ski avec des moniteurs de VTT qui apprennent les techniques de descente. Donc voilà, l'idée c'est de créer ces pistes pour pas que les VTT s'éparpillent dans toute la montagne et de canaliser l'activité. Il y a autant de kilomètres de pistes de VTT que de pistes de ski quasi, je pense que... sur l'été, il y a plus de kilomètres de pistes de VTT que de kilomètres de ski. Sur l'hiver, pas encore. Voilà, mais je pense que le pratiquant, en tous les cas de ce type de VTT, celui qu'on voit à l'écran en ce moment, n'a pas besoin d'énormes étendues. Hein. Ça reste une activité très proche du ski alpin. Alors là, on a vu des pratiquants qui se faisaient plaisir hors compétition. Il y a aussi une compétition qui lance la saison aux Deux Alpes qui s'appelle la Mountain of Hell, je l'ai bien dit. Oui, tout à fait. Hein, la montagne du diable. Une compétition qui part du sommet de la station pour arriver plus qu'en bas, puisque je crois qu'elle se termine à Vénos, autour de 800 mètres d'altitude. Les meilleurs font une grosse demi-heure, les non-spécialistes, ils passent plusieurs heures, c'est ça ? 3 heures. 3 heures. Oui, alors c'est une course un petit peu je dirais, exceptionnelle. Elle a lieu qu'une fois. On ouvre des pistes que pour l'occasion. On part donc de 3400 mètres, on arrive à 800 mètres. Le troisième jour, là, dans des conditions souvent extrêmes, on le voit à l'écran, hein, c'est à 3600 mètres, donc il ne fait pas toujours très beau, même l'été. L'idée, tout le monde part ensemble. On crée des vagues la veille avec des qualifications. Tout le monde part ensemble. On limite
L'opération a 700 coureurs. Tout le monde part ensemble et le but, c'est d'arriver en bas, je dirais, donc en entier, et avec son vélo en entier. C'est une course qui est réputée, c'est la 19e année, donc il y a un thème chaque année. Cette année, le thème, c'est Pirates des Caraïbes. Et on fait des choses un petit peu folles, comme peut-être qu'on va le voir. Là, on traverse un bar, notamment dans la station. Ça, c'est le point ravitaillement. Et là, on descend par un chemin jusqu'au village de Venosque, avec donc un changement qui passe de la neige aux cailloux, aux prairies et un sentier alpin. Là, on a compilé en 1 minute une bonne demi-heure de descente d'un très bon pilote qui s'appelle Kylian Bron, qui a terminé 3e l'an dernier, qui a tout filmé avec sa GoPro et qui a fait un petit montage sympa. Donc, ce sera du 29 juin au 1er juillet. C'est ça, c'est le week-end du 29 juin. Bon, ouais. Le programme complet des festivités des Deux Alpes, puisque la station est ouverte tout l'été. On peut le retrouver sur le site internet des Deux Alpes. Est-ce qu'il y a des refuges gardés sur le périmètre de votre domaine skiable? Alors, on en parlait avec Freddy tout à l'heure. Il y a un refuge qui est le refuge du Soreiller, qui est desservi de la Selle, pardon, oui, dans les vallons de la Selle, qui est desservi par le sommet du domaine skiable avec un magnifique hors-piste qui arrive dans les vallons de la Selle, voilà, qui est sur la commune de Saint-Christophe. En Oisin. Voilà. Bon, ça va, ma transition est faite. Combien il y a de refuges d'ailleurs, Freddy, de refuges gardés en Isère? Une trentaine. Une trentaine? Ouais. Il n'y en a pas en Chartreuse, par exemple? Non, c'est le seul massif où il n'y a pas encore de refuges gardés. Il y a des refuges. Oui. Mais sauvages, on va dire. Mais ça va venir. Parce qu'effectivement, il y en a dans Vercors, Beldonne, Oisan, il y en a partout, mais pas encore dans Chartreuse. Bon, il faudra trouver peut-être une idée d'implantation, parce qu'il y a des belles randonnées à faire. Dans Beldonne, d'ailleurs, va ouvrir à la fin du mois de juin un itinéraire de grandes randonnées. C'est aussi une nouveauté du massif et qui va peut-être dynamiser aussi les refuges de ce secteur. Ouais, ça existait déjà un petit peu sous le nom de sentier des bergers avant, mais voilà, comme son nom l'indique. C'est maintenant, il y a eu tout un processus qui amène à ce que ce soit un sentier de grande randonnée, qui existait aussi il y a déjà quelques décennies, mais qui avait été un peu abandonné, et qui en gros correspond à une grande traversée du massif de Beldonne. Et je trouve que c'est vraiment bien, parce que le massif de Beldonne, il est très fréquenté, mais très fréquenté à la journée, on va dire en aller-retour. Les Grenoblois, ils aiment bien ça, on monte et on redescend. Mais le massif de Beldonne, il est long, il est large, il est habité, et oui, il y a des gens qui bossent partout, un peu dans les vallées autour, mais là-haut, ça reste sauvage quand même. Et le fait de pouvoir le traverser sur 1, 2, 3, 4 jours, ça me manquait, quoi. Ça manquait, et ce GR, on renoue avec ça, et je trouve que c'est dans l'air du temps, parce qu'en fin de compte, ce qu'on s'aperçoit, moi je le vois en refuge, c'est que les gens, les habitants, que ce soit des grandes villes, et à Grenoble comme Lyon ou ailleurs, ils ont besoin d'aller en montagne, mais de plus en plus, ils y vont sur plusieurs jours. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, on peut faire des super grands voyages juste à côté de chez soi. Parce que quand on part, qu'on va dormir en refuge, qu'on change de vallée, et ben quand on revient au bout de 3-4 jours, que ce soit à ski ou à pied, quand on revient en ville en bas, on a l'impression d'atterrir, quoi. On a coupé, on est parti ailleurs. Voilà, on a coupé, on est parti ailleurs, mais on était à côté. Et c'est un truc qui est assez génial, je trouve, quand... Moi, je suis un peu amoureux, on va dire, des montagnes autour de Grenoble, parce qu'il y a une variété assez extraordinaire. Il y a Chartreuse, on en a parlé. Beldonne, un petit peu. Il y a le Vercors, on le connaît, c'est grand plateau calcaire où on peut se balader, pas mal. Et puis, c'est une montagne à vivre, le Vercors aussi. Il y a énormément d'acteurs. C'est une nature exceptionnelle. Et puis, beaucoup de gens qui engagés, passionnés. Et puis, bien sûr, il y a l'Oisan. Mais l'Oisan, j'aime bien le redire, c'est quand même le plus grand massif d'Europe protégé, où on peut... Moi, j'y suis 5-6 mois par an... C'est là, on peut mettre des mots sur le silence, on peut mettre des mots sur le vent, on peut mettre des mots sur les nuages, on peut mettre des mots sur la neige, sur les ruisseaux. On renoue vraiment avec la Terre, la planète. C'est une expérience, mais d'une force. C'est très complémentaire des activités qui peuvent être générées à droite ou à gauche. Mais de s'immerger, excusez-moi, c'est pas le mot, je ne sais pas comment on dit... on va dire s'enterrer, s'immerger dans cette nature grandiose, c'est quelque chose... On a de la chance parce qu'en fin de compte, vous savez, quand moi je suis au promontoire là-haut, que je vois qu'il n'y a pas un bruit, qu'il n'y a pas, des fois pas une lumière à l'horizon, rien, mais je me dis, mais on est dans un autre monde. Et quand je réalise qu'on est à 1h30 de Grenoble, je me dis, l'autre monde, il n'est pas si loin. Pas si loin que ça. Il n'est pas si loin.
Alors, tenter l'expérience du refuge, une nuit ou plusieurs nuits, c'est un peu le mot d'ordre de l'association des gardiens de refuge de l'Isère que vous présidez. Il y a une fréquentation en hausse ces dernières années des refuges, ou comment vous analysez ça? C'est reparti à la hausse. Il y a eu des moments de stagnation, des moments de retrait, même avant les années 2000. Là, c'est reparti à la hausse avec plusieurs facteurs. D'abord, tout ce qui est rando, les refuges de proximité, donc Vercors, Beldon, tout ça, ça fonctionne plutôt à la hausse et bien, quoi. En haute montagne, c'est plus contrasté. Cette année, ça va aller mieux parce que les glaciers vont un peu moins souffrir pour la première fois depuis longtemps. Donc, on va retrouver la rando glaciaire, mais qui était quand même en baisse ces dernières années, essentiellement à cause des conditions des glaciers qui étaient devenues un peu compliquées, quoi. Et puis, il y a l'alpinisme plutôt dominante rocheuse. Et celui-là se porte bien. Il y a plein de grimpeurs en France. Pas mal, je crois qu'il y a 1 million de grimpeurs en France qui font l'escalade. Et tout le monde ne va pas faire de l'alpinisme. Mais quand même, il y en a de plus en plus qui ont envie d'aller un peu au-delà des limites. La curiosité, l'envie de découvrir. Ça, c'est quelque chose qui est profondément humain, quoi. Et il y a ce mélange aussi de clientèle dans les refuges, souvent... Ouais. Entre le randonneur du dimanche, sans que ce soit péjoratif, et puis le montagnard beaucoup plus expérimenté. Ouais, mais alors moi, justement, c'est un truc qui me chiffonne dans les refuges, c'est que quand les gens, justement, randonneurs du dimanche, comme vous dites, qui viennent, qui arrivent un peu dans un autre monde, ils s'excusent, ils disent « Oh, je suis un petit montagnard ». Mais comment vous êtes un petit montagnard, quoi? Vous êtes arrivé jusqu'au refuge, vous êtes monté là, c'est une expérience. Et des fois, dans leurs yeux, on voit que ça brille autant qu'un alpiniste qui arrive au sommet de la Meije. Donc moi, voilà, ces classifications, dès qu'on va en montagne, dès qu'on va découvrir quelque chose, et la montagne, c'est à la fois une activité où on s'engage individuellement, physiquement, mais c'est plus que ça, en fin de compte. Et dans les refuges, de plus en plus, on essaye de développer des choses qui sont plus de l'ordre du sensible. Qu'est-ce qu'on peut ressentir, qu'est-ce qu'on peut vivre, qu'est-ce qu'on peut découvrir, regarder, apprendre à regarder. Et même, on va accueillir pour la première fois, on fait une expérience cet été, d'accueillir des résidences d'artistes pour arriver à exprimer des choses que parfois on ressent au fond de nous-mêmes, mais qu'on a du mal, sur lequel on a du mal justement à mettre des mots. Et peut-être les artistes peuvent nous y aider un petit peu. Un guide qui vient de sortir, Refuge en famille, qui sélectionne les refuges des écrins les plus accessibles. Ouais, alors le promoteur, on n'y est pas, c'est clair. Mais c'est très très bien, parce que c'est de montrer qu'effectivement, en famille, on peut faire une expérience qui sort du commun, quoi. Et vous savez, un enfant, on faisait la réflexion avec les gardiens de refuge, un enfant qui va dans un refuge pour la première fois, mais on ne s'en rend pas compte, c'est la première fois qu'il n'y a pas de moto, de camion, qu'il n'y a pas d'autres maisons à côté. C'est la première fois qu'il est dans une maison où il n'y a pas d'autres maisons à côté, il n'y a que la montagne autour. Mais on ne se rend pas compte des fois que cette première expérience d'aller dans cette nature, et que comment les refuges deviennent en fin de compte, dans notre jargon on dit une base avancée en pleine nature, quoi. Pas de similitude, mais une base avancée en pleine nature, de découverte de la nature, voilà, de cette sensibilité dont je parlais. Alors, je précise que ce guide Refuge en famille est téléchargeable gratuitement sur le site, notamment du parc des Écrins. Alors, il n'y a pas votre refuge, Freddy, et pour cause, on va le voir en image, c'est qu'il est un peu plus compliqué à atteindre, puisqu'il est au pied de la face sud de la Meije, sur un petit éperon rocheux. Ouais. Petit éperon rocheux, vraiment perché. Les petites lumières qu'on voit là-bas, c'est les cordées qui partent le matin, qu'on a réveillées souvent à 2-3 heures du matin. Là, ce week-end, il y avait une cordée qui était partie dans la face nord, on les a réveillées à 1h30 du matin. Voilà, c'est notre rythme là-haut. Vous vivez pratiquement la moitié de l'année sur ce territoire. Ça fait 10 ans qu'on vit perché là-haut. C'est un chouette monde, hein. C'est un très chouette monde. Bon, la face sud de la Meije, je ne sais pas si Gilles l'a gravé. C'est donné déjà des alpinistes expérimentés. J'étais au col, je trouvais que c'est déjà pas mal. Bon, c'est une montagne mythique aussi, dans les Alpes. Ouais, c'est une montagne mythique. Je dirais tous ceux qui font de l'alpinisme en France ou en Europe, un jour ou l'autre dans leur parcours, ils ont envie d'aller sur la Meije. Alors pourquoi? Parce qu'elle est belle, ça c'est une chose. Mais d'autre part, parce que c'est toute une montagne d'histoire, quoi. C'était le dernier sommet qui a été conquis, bien après tous les autres, hein. C'est mythique. Chaque passage sur la traversée de la Meije a un nom. Il y a le pas du crapaud, il y a le Comban des Demoiselles, il y a le Dodane, il y a des noms à tous les passages. Tout est imagé, c'est des repères historiques. Et quand les jeunes viennent grimper là-dedans, c'est des terrains, je précise, non équipés, totalement non équipés, hein.
enfin essentiellement non équipés, eh ben, tous, ils grimpent en pensant aux anciens. C'est étonnant, mais comme ils le font spontanément, les anciens, qu'il y a 100 ou 120 ans, ont grimpé là-dedans, des fois en chaussettes ou en des conditions. Il y a un lien avec l'histoire et qui est, je dirais, naturellement fort, quoi. Je crois que d'ailleurs, c'est votre dernière saison, en tout cas au promontoire, Freddy. Ouais, parce que c'est ce qui fait je dirais, la force de cette expérience, c'est que c'est hyper intense. Moi, je ne regrette pas que ça soit hyper intense. On vit le jour, la nuit, 7 jours sur 7. C'est des choses, un rythme on se l'était dit avec Nathalie, ma compagne, on serait incapable de l'avoir en bas, ce rythme-là. On l'a là-haut. Alors après, on est un peu fatigué, mais ça, c'est pas grave. Mais on l'a là-haut, ça fait le charme de l'expérience. Ceci étant dit, l'intensité en permanence, ça tire, quoi. Nous ne sommes que des humains, quoi. Et voilà, donc on s'est dit, je préfère moi le vivre à 200% jusqu'au bout pour que ça soit une bonne expérience, un bon souvenir. J'ai pas envie d'être dans la phase où dans cet engagement fort, j'aurais le sentiment de ne pas être bien, quoi. Donc voilà, je préfère m'arrêter. Voilà, 10 bonnes années au promontoire, voilà, ça le fait. Si vous voulez rencontrer Freddy dans son lieu de travail, c'est cette année ou jamais. Voilà. C'est facile d'ailleurs de trouver une relève. Aujourd'hui, les gardiens de refuge se bousculent ou... Ouais, il y a c'est étonnant. Il y a je trouve une belle dynamique des gardiens de refuge et alors c'est étonnant parce que le profil, on va dire, des gardiens de refuge évolue beaucoup. On a tous l'image il y a 20 ans. Comme moi, les vieux bourrus, là, tout ça. Mais bon. Qui vous a fait qu'un demi-sourire. Non, moi, ça va. Mais bon. Mais par contre, il y a une génération, des générations qui arrivent. Et là, cette année, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On en arrive à... Allez, je suis aux 3/4, dans le massif, 3/4, presque 80% de gardiens de refuge qui sont des jeunes femmes, 80%. Ça interroge, mais c'est bien. Mais c'est des gens qui vont avec de la passion, avec de l'envie. C'est pas forcément... Voilà, c'est une profession qui bouge bien, quoi, en ce moment. C'est plaisant, quoi. Moi, je suis content de partir comme ça, avec une belle relève derrière. Une belle relève derrière. Bon. Et puis, on avait parlé il y a à peu près un an, lors de votre dernière venue, d'un projet de construire un refuge au cœur de Grenoble. Alors là, on voit des images d'une expérience qui avait été menée il y a quelques années dans le cadre du Salon du Bois. C'était un vrai refuge qui avait été remonté de toutes pièces avant, je crois, de partir du côté de l'Aigle. C'est ça. C'était le refuge de l'Aigle qui avait été construit. Ça devrait se reproduire l'an prochain à Grenoble. Alors, avec beaucoup plus d'ampleur. Là, c'était une mini-expérimentation qui était intéressante. Mais là, ça va être le refuge du pavé, du lac du Pavé, qui est juste derrière la Mèche, côté derrière le col du Pavé, qui va être reconstruit pour l'automne, pardon, je recommence, qui va être construit au mois d'août 2019 là-bas. Et les 3 mois précédents, mai, juin, juillet, ce refuge qui sera à 2800 mètres à côté du lac du Pavé va être installé à la Bastille, sur le glacier, à la Bastille, là-haut, à Grenoble. Il sera gardé le jour, la nuit, avec des gardiens de refuge et avec tout plein d'acteurs de la montagne, c'est-à-dire les différents massifs autour de Grenoble, mais même là des Alpes, on les invite à venir, chacun avec tous les acteurs de chaque massif, de venir avec leurs guides, leurs bergers, leurs offices du tourisme, voilà, porter cette montagne avec un vrai refuge dans lequel on pourra dormir là-haut et peut-être faire des concours photos sur les levées de soleil, sur Belledonne et sur Grenoble, pourquoi pas, ça peut être très joli. Il y a un beau panorama aussi. Donc, voilà. Printemps 2019 pour aller passer sa première nuit de refuge en ville, on va dire. En ville, mais à la Bastille quand même. À la Bastille. On termine cette émission avec le JT de la montagne. Est-ce que vous connaissez Jean-Baptiste Chandelier, messieurs? Jean-Baptiste Chandelier, c'est un parapentiste de haut vol basé à Serre-Chevalier, qu'on a eu le plaisir d'accueillir dans cette émission il y a quelques mois. Sa spécialité, vous le voyez en image, c'est de flirter avec les surfaces, ce qui donne des séquences très spectaculaires. Son dernier vol s'est révélé également très spectaculaire, mais pour d'autres raisons. On n'était pas sur neige, on était il y a quelques jours sur les hauteurs du lac de Serponçon dans les Hautes-Alpes. Alors rien de bien extraordinaire quand on est champion de parapente de décoller au-dessus du lac de Serponçon. Jean-Baptiste, il va nous faire quelques figures acrobatiques, histoire de se mettre un petit peu la tête à l'envers. Voilà, c'est un champion de ce type de figure. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'il attend au bout de son vol? Il ne va pas passer sous le pont. Il va avoir une rencontre étonnante. Regardez.
Il y a une baleine. C'est quoi ça? Un cachalot. Il y a un cachalot. C'est hallucinant, hein? Il sort d'où le cachalot? Il est trouvé ce matin très tôt, vers 4 h ce matin. À 4 h du matin là? Ouais. Il était là? Bon, le premier diagnostic c'est un cachalot. Mais on est encore à investir. Comment c'est possible qu'il se retrouve ici? Ah, c'est complètement dingue. C'est très rare. Qu'est-ce qu'il fout là le truc? Je crois que c'est ça. Eh oui, qu'est-ce que fait un cachalot dans un lac de montagne à 800 mètres d'altitude? Il s'est laissé piéger, Jean-Baptiste, comme d'autres. Alors, je vous vois sourire, c'est que vous étiez au courant de la, entre guillemets, de la supercherie. Oui, j'avais vu ça sur les réseaux sociaux, là. Un faux cachalot qui a été créé par la compagnie flamande Captain Boomer, avec la complicité de la mairie à côté du lac de Serponçon, dans les Hautes-Alpes. Le but de la manœuvre, c'était d'interpeller l'opinion publique sur la pollution dans les océans. Alors c'est étonnant de voir ça dans une zone de montagne, mais finalement la pollution en montagne, Freddy, c'est aussi un problème. Hein. C'est un vrai problème. Bon. Un vrai problème, à la fois la circulation automobile, mais pas seulement. On enchaîne avec une première. Alors, elle n'a pas eu lieu dans la face sud de la Meige, hein, mais à Villard-de-Lans, qui a accueilli début juin le premier championnat de France de VAE, les vélos à assistance électrique dont parlait Gilles tout à l'heure. Et après les moteurs cachés dans certains vélos du Tour de France, cette fois la technologie s'affiche au grand jour. Au moins, tout le monde est à armes égales. Mais quel intérêt sportif, vous allez me dire, de mettre un moteur sur un VTT? C'est Julien Absalon, le double champion olympique de VTT sans moteur, qui nous l'explique. On fournit le même effort, mais l'assistance nous donne de la vitesse supplémentaire, donc on va plus vite, on se retrouve à piloter partout. On peut monter des côtes qui seraient pas imaginables de monter avec un vélo classique. Donc il y a énormément de plaisir et beaucoup de pilotage. C'est encore plus technique parce que le challenge des organisateurs, c'était de nous proposer un circuit sur lequel on allait pouvoir faire la différence en pilotage pour que ça ne soit pas uniquement sur la motorisation et uniquement sur l'effort. Voilà, moteur ou pas, Julien Absalon reste le meilleur puisqu'il a remporté ce premier championnat de France disputé dans le cadre du Vélo Vert Festival. Pour se quitter, quelques livres pour l'été. Le roman de Gaspard Delaneige, c'est une réédition chez Glénat d'Isabelle Scheibli. Ça parle de votre montagne, Freddy, que vous connaissez certainement mieux que quiconque. Un petit guide de la rando en Chartreuse et Beldon, qui inaugure son nouveau GR de la traversée du Massif. C'est signé Alain Doucet. Et puis, les plus belles randos du Vercors Nord, Bernard Jalifert Ardent, aux éditions Glénat également. Ça vient de sortir, c'est une réédition. Et comme on est dans le Vercors, les grandes traversées du Vercors, elles existent depuis très longtemps, des décennies. Mais c'est toujours agréable de traverser le Vercors de cette façon. Merci à tous les trois. On se quitte en images, c'est la règle dans cette émission. Et parmi les VTTistes présents cette année au Vélo Vert Festival de Villard-de-Lans, il y avait le Haut-Savoyard Kylian Bron. Lui n'a pas besoin de moteur sur son vélo puisqu'il remonte le vélo sur le dos sans solliciter d'ailleurs les remontées mécaniques. Sa spécialité, c'est la descente, des descentes engagées et vertigineuses qu'il aime réaliser chez lui du côté de la Clusaz. Présente Grand Air.